Bonsoir, Manon Bry, eurodéputée La France Insoumise qui nous rejoint. Je vais vous accueillir avec un son de Manuel Valls. Ce n'est pas de la malice. Ce n'est pas de, je me sens bienvenue. Hein. C'est pas de la malice de ma part, mais parce qu'on discutait voilà, de l'entre-deux-tours, notamment en Ile-de-France, qui avait été très violent. Évidemment, ce qui revient tout le temps, on discutait des écologistes et de leur rapport au pouvoir national, c'est le fait d'être en dehors de la République, les brevets de républicanisme. Et Manuel Valls fait partie de ceux évidemment, qui ont mis ça sur le tapis et qui invoquent tout le temps la République pour expliquer pourquoi, en l'occurrence, il ne fallait pas voter à gauche en Ile-de-France. On va l'écouter. C'était dans une interview à Europe 1 dans laquelle il expliquait son choix de voter Pécresse. S'il n'y a pas de danger de cette liste de gauche en Ile-de-France, alors on peut voter par exemple pour les listes de La République En Marche, celles de Laurent Saint-Martin ou de Marlène Schiappa, qui sont impeccables en matière de défense de la République, de défense de la laïcité, et qui sont talentueux. Mais si il y a un danger, mais vous le savez. Si on considère qu'il y a en effet un danger à partir de l'addition des trois listes de gauche face en plus à l'abstention massive, alors il faut voter pour Valérie Pécresse, il ne faut pas hésiter. Et comme je suis franc, direct, je voterai Valérie Pécresse parce que je considère qu'il y a ce danger. Face au danger de ceux qui ont tourné le dos à la République, il ne faut pas hésiter. Guillaume Balas, est-ce que la République, justement, c'est devenu l'artifice rhétorique pour isoler cette nouvelle gauche en ascension que vous avez décrit tout à l'heure, là, quand on discutait du sinistrisme, hein, pardon pour les barbarismes, mais voilà, c'est cette nouvelle gauche écologiste en train de se structurer. Est-ce que c'est pas une arme un peu efficace? Parce que la République, chez des tas de gens, ça a une connotation très positive. Oui, quand le mouvement ouvrier s'est constitué politiquement, c'était la nation. Hein, je veux dire, c'était la nation qu'on mettait en face du mouvement socialiste naissant en disant ils sont antinationaux, etc., etc. Là maintenant, c'est la question de la République qui est agitée de façon en fait conservatrice toujours. Hein. C'est-à-dire que la République serait quelque chose de figé, je veux dire un corps de valeurs historisées, hein, qui serait l'identité de la France et qui n'est jamais un projet politique. Alors pardon, vous avez encore fait tomber votre micro. Et donc c'est toujours et c'est jamais un projet politique. C'est-à-dire que jamais Manuel Valls ne dit ce qu'est la République en termes de droit, notamment de la déclinaison du triptyque égalité, liberté, égalité, fraternité, ne dit jamais aujourd'hui comment il veut faire en sorte de lutter par exemple contre le séparatisme religieux qui existe par le fait de développer une pensée alternative et une pensée qui transcende aujourd'hui justement les différences. Tout ça, ça n'existe pas. On est donc bien aujourd'hui dans une instrumentalisation du concept de République de manière conservatrice et qui repose exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'intérêts matériels d'une part, mais aussi de mentalités liées à mon avis au productivisme, sont complètement déstabilisés par le monde qui vient. Et donc voilà pourquoi la République est utilisée comme un totem. Alors, Manon Bry, je vais vous faire réagir sur cette question parce que je trouve un tweet de vous en réaction justement à ces accusations d'être en dehors de la République. On va voir, en fait, sur Twitter, il y a eu un hashtag qui s'appelait « Ennemi de la République », hein, qui a été détourné par tous ceux qui sont ciblés comme ennemis de la République. Donc des gens disent, voilà, je milite depuis mes 18 ans pour changer la société, on m'a condamné pour action écologiste. Est-ce que c'est ça d'être anti-république? Une dame qui dit je suis infirmière, j'ai 3 enfants, j'ai regardé l'hôpital public s'effondrer, je vote LFI, bah visiblement je suis ennemi de la République. On a quelqu'un d'autre qui explique être professeur au collège, qui a voté les Verts, PS, PSCF, LFI, même Chirac en 2002. Est-ce que moi aussi je suis une ennemie de la République? Et pour terminer, il y a le vôtre, Manon Bry. Voilà, j'ai travaillé des années dans le secteur associatif, élu pour la première fois au Parlement européen en 2019. En quoi suis-je une ennemie de la République? Déjà, il faut dire un mot sur ce contre-mouvement qui a été spontané et qui nous a même frappés et interpellés à la France Insoumise. Il nous arrive parfois de lancer des mouvements sur les réseaux sociaux et en l'occurrence, là, celui-là, il est assez spontané parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Guillaume sur le fait qu'on instrumentalise un mot pour faire un camp du bien et un camp du mal et nous mettre automatiquement dans le camp du mal. C'est ce qu'on fait aussi avec les termes genre islamo-gauchiste, alors maintenant on a même un islamo-droitisme, enfin bref, des mots vides de sens. Juste pour jeter l'anathème en fait sur les gens et disqualifier.
Bon, au passage, quand même, cette tentative de disqualification n'a pas marché, puisque même si elles ne font pas le score qu'on pourrait escompter, les listes type celle de Julien Bayou, qui a été la cible de cette attaque-là, précisément parce que Julien Bayou s'allie avec Clémentine Autain et avec la France Insoumise, n'a pas dégringolé au second tour, comme Valérie Pécresse aurait pu l'espérer. Et c'est vrai que, pour moi, ça en dit long, en fait, sur l'état du débat politique, en fait. Et vous en avez certainement parlé, mais après, il ne faut pas s'étonner que les gens votent plus. C'est quoi le débat politique aujourd'hui? Savoir qui est le plus islamo quelque chose. Alors, au passage, comme si l'islam était une insulte, ce qui est quand même un vrai problème. C'est juste une religion qui est suivie par des millions de gens en France. Mais bon, si on met ça de côté, le débat, c'est de savoir voilà, qui est le méchant et qui est le gentil. En fait, on n'a plus de débat de fond, de vision de la société qui s'oppose sur des enjeux du quotidien des gens, genre comment on se loge, comment on se nourrit, comment on trouve un emploi où on peut le conserver, comment on prend soin de ses aînés. À aucun moment en fait on a ça dans le débat public, et nous on en arrive à se défendre du matin au soir de est-ce qu'on est un ennemi ou un islamo quelque chose. Franchement ça. C'est peut-être le but d'ailleurs. Vous c'est exactement le but. C'est exactement le but. C'est exactement le but. Et là où pour moi est le danger, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'éradiquer culturellement la gauche et ce qu'elle représente, c'est-à-dire le camp du progrès social. Et quand on arrive du matin au soir à nous devoir se défendre de ça sur les plateaux télé, et parfois on n'est pas aidé par des gens de gauche, pour ne citer que quelques-uns, ceux qui se sont rendus à la manifestation organisée par les forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale pour remettre en cause l'indépendance de la justice, que ce soit Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Fabien Roussel, je pense qu'ils font une faute terrible, qui est justement de servir cet agenda-là, qui s'éloigne de ce que devrait être notre message politique, parce que quand même remettre en question l'indépendance de la justice, c'est extrêmement grave, et pour moi c'est des digues qui tombent, et font le jeu finalement de la droite et de l'extrême droite, et tombent dans le piège qui nous est tendu et qui se referme sur nous. Et notre enjeu, c'est de ne pas tomber justement dans ce piège-là. Alors, on va le déplier tout ça, parce qu'on va se projeter un peu vers 2022. Alors, il se trouve que ce soir, pendant qu'on commentait les résultats ici, il y avait une action qui a été menée à Paris par un collectif d'activistes qui s'appelle Gauche Égoïste. Une démarche contre les grands partis de gauche, le PS, Europe Écologie, le Parti communiste, la France Insoumise. Ce sont Mathieu Magnodex et Hugo Lemonnier qui ont suivi l'action devant le siège de la France Insoumise, dans le 10e arrondissement de Paris. À 20h, ces jeunes activistes, pour beaucoup impliqués dans le mouvement climat, ont déployé devant le siège de la France Insoumise de fausses unes de Libération datées du 25 avril 2022, le second tour possible de la présidentielle. Et munis de fumigènes, ils voulaient alerter sur les divisions funestes, selon eux. Demandez le journal du lendemain des élections présidentielles, la gauche a perdu. Voilà, une action qui s'est passée d'abord sans heurts, puis 2 personnes sont sorties du siège de la France Insoumise pour décoller les affiches, et l'une d'elles a arraché le micro d'Air Libre. Non, c'est pas à l'intérieur. Et puis là, Voilà, et s'en sont suivis des échanges entre les activistes et une collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a des gens qui viennent déposer des affiches avec oui, mais il faut la bien tête qu'on comme mette ça ouvre pas la discussion. Il vaut bien Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule. nous, ce qu'on veut, c'est une gauche unie pour... D'accord, moi je viens devant chez vous, devant votre siège au boulot, je placate votre gueule en énorme dégueulasse, et ça c'est une ouverture au dialogue. Mais en fait, les mouvements sociaux sont là pour mettre la pression, ça fait des mois qu'on attend une union, là on voit bien l'union de la gauche au régional, elle c'est a comme ça qu'on va réussir à discuter. Je pense que vous allez... Mais nous on passe notre vie à discuter. On passe notre vie à discuter avec la primaire citoyenne, avec etc. On passe notre vie à faire ça. Et nous on est ouvert au dialogue, mais pas de cette manière-là. C'est pas du dialogue ça. Ou vous y croyez vous-même? On sait qu'il y a des militants de plein d'associations qui justement discutent en fait pour l'union depuis des mois, et on en a un peu assez d'attendre. On discute avec eux, au programme, etc. On a passé le confinement à faire des zooms. Avec tous ces gens qui sont dans la primaire citoyenne, etc. On espère qu'il y aura bientôt mais jusque-là, on nous avait jamais fait ça, quoi. Et c'est pas cool, en vrai. Voilà, la personne de l'action qui parlait, on l'a déjà reçue plusieurs fois ici, elle s'appelle Léna Lazare, elle est militante climat. Bon, là, il se trouve que c'était la France Insoumise parce que c'est là-bas qu'est allé Mathieu Magnodex, mais en l'occurrence, l'action a eu lieu
chez les autres sièges de parti. Manon Aubry, Guillaume Balas, je m'adresse aux politiques de ce plateau. Est-ce que vous comprenez la frustration de tous ces groupes qui choisissent des modes d'action différents, mais qui ne cessent d'interpeller les gauches pour espérer d'avoir... alors eux, ils voient ça à travers l'Union, mais en tout cas un horizon pour 2022, alors que ça semble planté d'avance, quoi. Moi, je veux bien dire un mot. D'abord, sur ces élections régionales, en l'occurrence, puisque ça a été mentionné par les jeunes qui s'expriment devant le siège de la France Insoumise, et moi je fais partie, mais on était nombreux à la France Insoumise à avoir défendu ça, qui était de tendre la main à l'ensemble des formations politiques de gauche pour dire mettons-nous d'accord sur un cadre national, débattons des propositions et du projet région par région qu'on veut défendre et essayons de nous entendre. Parce que nous pensons qu'à l'échelon régional, oui c'est vrai, on peut s'entendre sur, quand il s'agit de la politique des lycées, de la politique des transports, oui on peut tout à fait s'entendre avec Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le NPA, la majeure partie probablement du Parti socialiste quand il n'appelle pas à voter pour Valérie Pécresse ou quand ils ne remettent pas en cause l'indépendance de la justice, mais globalement, on peut s'entendre. Bon, force est de constater que ça a été un échec, il faut se le dire. Nos mains tendues se sont retournées par des portes qui claquent. Même pour le second tour là, des élections régionales. À la fois Carole Delga en Occitanie, mais ça a été le cas dans beaucoup d'autres régions, ont fermé la porte. Europe Écologie Les Verts aussi a fermé la porte dans certaines régions, je pense notamment à Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne, pour un accord de second tour. Donc, sur les élections régionales, ça aurait été possible, c'est vrai, et je le regrette que ça n'a pas été possible davantage. Maintenant, une deuxième chose, si on veut se projeter pour les présidentielles, puisque c'est là le cœur de la discussion, les présidentielles, les questions ne sont pas les mêmes qui sont posées sur la table. Notamment, il y a des questions qui fâchent davantage ou qui peuvent diviser, comme la question européenne. Pour prendre une que Guillaume et moi connaissons bien, je pense qu'il faut se donner les conditions d'un débat solide, de fond, argumenté, pour solder la question européenne. Parce que on a d'un côté certains eurobéats qui se disent il faut défendre l'échelon européen quoi qu'il arrive. D'autres, des gens qui veulent quitter l'Union européenne. Je pense que ces deux personnes-là, que je ne représente ni l'une ni l'autre, ne peuvent pas s'entendre. Par contre, moi, quand j'entends même Benoît Hamon parler des questions européennes ou Sandrine Rousseau parler des questions européennes... Elle est candidate à la primaire d'Europe Écologie. Ouais, mais j'entends qu'il pose une question fondamentale de comment on investit massivement dans la transition écologique avec la règle des 3% de déficit, comment on pose la question de services publics, de l'énergie, des transports dans le cadre du droit à la concurrence européen. Et je pense qu'il faut voir les choses pour le coup de manière assez pragmatique, prendre les questions les unes après les autres au niveau européen et se dire ok, quelle est notre position sur les traités de libre-échange. Il se trouve qu'un État comme la France pourrait bloquer les traités de libre-échange, donc on pourrait régler cette question. Sur les questions fiscales, on pourrait créer des collaborations à quelques États. Donc je vous donne juste des pistes sur comment sortir de ce qu'on nous présente comme de nouveau les gentils, les méchants, ceux qui veulent bien se parler et ceux qui veulent pas du tout se parler. En l'occurrence, je pense qu'il y a des sujets, il faut les identifier, il faut en discuter, et ayons un maximum de convergence possible avec ceux qui le veulent bien, sans oublier que ça ne suffira pas pour la victoire. Parce qu'on l'a vu que les gens ne votent plus, si on n'est pas capable de leur proposer une perspective d'espoir, alors de toute façon, ce sera, quoi qu'il arrive, peine perdue. Ouais. On va en parler plus longuement. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui vient de réagir, on va écouter son extrait, mais auparavant, Simon Persico, très brièvement quand même, en réaction à ce que vient de dire Manon Aubry, sur les échecs d'union dans les régions, où bon, là, effectivement, il y avait plein de plateformes possibles. Effectivement, on a l'impression que de tous les côtés, il y a eu des sortes de tentatives, enfin, des tentations d'hégémonie ou de solo. Et est-ce que ces tentations-là, elles ne sont pas surréalistes vu le niveau total des gauches en France? Si, moi je trouve ça totalement surréaliste. Ça s'explique aussi par le fait que, par exemple, pour ce qui concerne ELV, ils ont vraiment pas la capacité d'imposer à qui que ce soit en région
une stratégie qui ne soit pas celle de la région. Est-ce que c'est que ELV ou est-ce que la faiblesse des appareils, elle se retrouve ailleurs? Je pense en fait, le truc, c'est que ça a toujours été le cas pour ELV. Je pense que le PS, maintenant, exactement dans la même situation, il ne peut pas du tout actionner ses sections locales pour dire vous allez agir tel que... Enfin, je pense que là, les partis, effectivement, ont perdu capacité de contrôle de la stratégie, y compris pour des élections au niveau national. Et là, les régionales... ELV, c'est ce qu'ils ont fait en PACA, quand même. Ils ont débranché à 2 reprises leur candidat, le premier candidat. Et puis, M. Felidia, qui était qualifié pour le second tour, qui a dit qu'il voulait se maintenir et ils l'ont de nouveau débranché. Donc, quand ils le veulent, en l'occurrence, ils ont repris la main. Non, mais tout à fait. Je pense que qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, je pense que ça servait aussi ELV d'une certaine manière de dire de toute façon on peut pas, on n'essaiera même pas. Après, cela dit, je pense vraiment, honnêtement, s'ils avaient tenté de faire ça en Occitanie, ils se seraient, par exemple, ou à mon avis, ça aurait été une bonne... Vous serez sans doute pas d'accord, mais il me semblait que d'aller contre une présidente sortante à l'issue de son premier mandat n'était pas forcément une bonne stratégie. D'ailleurs, ça fait qu'ils ont 0 élu. Mais ils n'auraient pas réussi, je pense, par ailleurs. Mais les deux choses ne sont pas incompatibles. Ou on aurait pu penser qu'avec la France Insoumise, collectivement, ils auraient pu avoir des élus. Quand ils étaient chacun en dessous de 10, non. Mais oui, s'ils avaient fait alliance au premier tour, tout à fait. Et donc après se fait la situation qui est en gros, ils réussissent à faire l'union. D'ailleurs, derrière les Verts à chaque fois, dans les 2 régions dans lesquelles la gauche a le moins de chances de gagner. Les Hauts-de-France d'une part et PACA d'autre part, où en gros le niveau de gauche total aux européennes par exemple est entre 25 et 28, c'est-à-dire incapable de gagner les élections régionales. Donc du coup, ça donne même l'image en fait selon laquelle l'union ne serait pas efficace. Alors même que par exemple dans une région comme l'Île-de-France, comme les Pays de la Loire ou comme Auvergne-Rhône-Alpes, le rassemblement des forces dès le premier tour aurait permis d'arriver un peu moins loin. Ce que j'expliquais tout à l'heure aurait sans doute. Après franchement les sortants sont très très forts. Hein, donc quand David Cormand, l'ancien patron d'Europe Écologie, dit qu'il n'y a pas de prime à l'union, pour vous, il se trompe en prenant des régions qui ne sont pas des bons repères. C'est incomparable. En fait, le fait de dire qu'il n'y a pas de prime à l'union dans des régions dans lesquelles, de toute façon, vous êtes hors jeu, en fait, le jeu politique, le conflit, le débat, il est entre le RN et le président sortant de droite, et vous êtes ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, les scores l'attestent, et on aurait pu le voir. Donc, qu'il y ait union ou pas, non. Franchement, ça, je trouve que là, ces régionales ne le font pas. Même à la limite, j'aurais tendance à dire que Orphelin, qui finit à 18, meilleur score de toutes les têtes de liste, c'est le seul qui a réussi, je crois, à faire alliance avec la France Insoumise dès le premier tour. Ce qui apporte justement... pas le seul, on était unis dans plein de régions, mais en effet, Mathieu Orphelin était avec Europe Écologie Les Verts. Oui, si on prend Hauts-de-France, PACA... notamment. Oui, mais cela, encore une fois, c'est dans un cadre plus large. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il était uni qu'avec la France Insoumise au premier tour dans les Pays de la Loire. Avec le PS. Après, c'est un contexte politique un peu différent, et Pays de la Loire où la gauche est historiquement un peu plus forte. Bien sûr, mais en fait, c'était que à ces endroits-là qu'ils pouvaient gagner. Mais même avant, historiquement, en fait, la gauche réussissait à gagner divisée. Parce qu'elle pesait 45 au premier tour. Maintenant qu'elle pèse 35 dans les bonnes régions, elle peut plus se permettre d'être divisée. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je vais revenir à vous, Guillaume Balas, mais j'avais annoncé donc l'intervention de Jean-Luc Mélenchon ce soir, dont on regarde un extrait. Ce sont les jeunes et les ouvriers qui, plus que les autres, tournent le dos à ce qu'ils considèrent être une comédie. Et comment pourrait-il en être autrement, où l'on a vu cette semaine, entre les 2 tours, se déchaîner contre la jeunesse qui voulait faire la fête, des violences insupportables, et pour les travailleurs qui défendaient leur emploi, comme dans cette fonderie à Saint-Claude, des fermetures incompréhensibles, des licenciements de masse décidés par des actionnaires qui se gavent en toute impunité et contre lesquels on entend bien trop peu de voix s'élever. Bien sûr, il faut dire que si nous ne renouvelons pas de fond en comble cette démocratie et notre République, si nous ne prenons pas les mesures qui sont attendues, la reconnaissance du vote blanc, le droit au référendum d'initiative citoyenne et au référendum révocatoire, la fin de la monarchie présidentielle, bref, la 6e République, alors le pays ira se vidant du sang de son énergie la plus importante, celle de la souveraineté du peuple. Bon, Manon Brige, je ne pense pas que vous serez en désaccord avec ce qu'on vient d'entendre de Jean-Luc Mélenchon. Une question qui va vous embêter, mais on a assez peu vu Jean-Luc Mélenchon finalement dans ces régionales. Il a fait beaucoup de passages médias, mais il ne s'est pas impliqué à fond dans chaque scrutin régional, notamment en Île-de-France. On en parlait tout à l'heure. Je dis ça aussi parce que précisément la droite l'a utilisé comme tête de turc. Le langage de Valérie Pécresse, c'est si vous votez à gauche, vous donnez la région à Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce que tous ces indices-là, c'est pas les indices que Jean-Luc Mélenchon, peut-être plus qu'avant, est devenu un handicap pour certains à gauche, pour une dynamique victorieuse? Est-ce qu'il est considéré, en tout cas par certains, comme un poids? Ou alors, à l'inverse, on peut considérer que la France insoumise est forte de ces différentes têtes qui font campagne, Hugo Bernalicis dans le Nord, Clémentine Autain en Ile-de-France, etc. Et je crois que c'est la différence par rapport aussi à quelques années. La France insoumise, elle vit de sa diversité, et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul représentant de la France insoumise. Après, est-ce qu'il a un obstacle? Franchement, je veux bien qu'on discute pendant des heures de est-ce que vous aimez bien la couleur de sa chemise ou de sa cravate. Le fait est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que vous l'aimiez ou non, Jean-Luc Mélenchon représente un socle quasiment indestructible, puisqu'il est constant de sondage en sondage, d'élection en élection. Et en fait, on aurait tort de se priver de ce qu'il représente, en l'occurrence notamment un certain écho dans les classes populaires. Et je suis convaincue qu'on ne gagnera pas ces élections, contrairement à ce que certains pensent à gauche, pas tous, sans les classes populaires. Sinon, vous recentrez juste vers le centre ou le centre droit. Et qu'au contraire, on devrait plutôt construire sur la force de Jean-Luc Mélenchon, qui est notamment cet écho qu'il peut avoir dans les classes populaires, le fait qu'il n'est pas varié non plus, c'est une boussole dont vous pouvez suivre la direction. Désolée, je vais reparler de cette manif devant l'Assemblée nationale, mais c'était quand même c'est la seule figure politique présidentiable de gauche qui n'y était pas et qui affirmait très clairement que oui, notre République à nous ne remet pas en cause l'indépendance de la justice, ne suit pas ces revendications factieuses de la part de certains syndicats d'extrême droite de police. Et donc, plutôt que de chercher à diaboliser Jean-Luc Mélenchon, en vrai, on devrait plutôt se poser la question de comment construire sur ce qu'il a déjà construit, parce que ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon est le problème, en réalité, aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon, mais les Verts en ont déjà fait un peu l'expérience quand même, eux aussi vont être diabolisés, et si c'est pas les Verts, ce sera quelqu'un d'autre, si c'est pas Monsieur Tartampion, ce sera Madame Machin. Et la question, c'est plutôt comment on se sort de nouveau de ce piège, et on construit sur ce qu'il a à proposer, ce qu'il a à offrir, et on crée une dynamique qui soit collective. Et je ne vois pas d'autres moyens pour gagner en 2022. Guillaume Balas, si c'est aussi simple que nous le dit Manon Brie, pourquoi ça... Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Non, je plaisante, mais c'est pour faciliter mon interpellation. Pourquoi ça ne se produit pas? En fait, pourquoi est-ce que les gauches, au pluriel, en tout cas celles qui se reconnaissent dans l'opposition au macronisme, on va dire ça comme ça, pourquoi est-ce qu'après 19% fait par Jean-Luc Mélenchon en 2017, pourquoi est-ce qu'elle ne se retrouverait pas derrière lui? Alors, d'abord, je pense qu'il y a eu une série d'erreurs de la part d'un certain nombre de leaders politiques ou d'organisations politiques au moment où elles avaient un rapport de force très favorable. Je pense vraiment que Jean-Luc s'est planté après l'élection présidentielle. Il avait acquis, vraiment, il a fait un score remarquable, qui n'était absolument pas donné au départ. Il avait une très grande dynamique. Je pense qu'il n'a pas su à ce moment-là profiter de ça pour pouvoir tendre la main. Il est resté, je me souviens très bien des discussions qu'on avait à ce moment-là. Il fait une espèce de grande manif après, en restant sur une thématique hyper populiste de gauche, sur l'idée c'est maintenant que je vais accrocher les classes populaires. C'était vraiment le truc là. Et il ne voit pas que, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était les premières ordonnances sur les lois de travail. Ouais, voilà. Et il ne voit pas que c'est plutôt à ce moment-là qu'il doit vraiment s'adresser aux partis. Après cette élection présidentielle, aux partis de gauche, aux syndicats, etc., que c'est le moment de le faire. Mais ce n'est pas le seul. Après les élections européennes, les dernières là qu'on a vécues, avec l'excellent score qu'a eu relatif, mais je crois excellent, vu d'où on partait, Europe Écologie Les Verts aurait pu aussi. Et il y a eu des tentatives, on se souvient que Julien Bayou avait essayé d'organiser un truc où il voyait un petit peu tout le monde en même temps, etc., etc. Même la France Insoumise y avait mis un doigt. Et puis finalement, il n'a absolument pas persévéré, disant non, finalement les régionales, ce qu'on va faire, c'est que en gros, on va regarder, on va tester, nous, ce qu'on vaut, entre guillemets. Et je crois que c'est toujours cette roue-là. Au début du XXe, on parlait des sectes socialistes. Quand le mouvement ouvrier toujours essayait de s'organiser politiquement. On en est, je crois, là, on est en 1902, on est en 1903, on n'est pas encore en 1905. On a deux problèmes, c'est qu'on est sous la Ve République et qu'il y a une élection présidentielle l'année prochaine, et c'est pas les régionales. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de deuxième tour si jamais vous n'êtes pas parmi les deux premiers.
Et donc si on part à 3 ou 4 ou 5 candidats de gauche, nous n'existerons pas. C'est-à-dire que je pense que nous n'existerons même pas dans le débat. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. J'en ai fait une d'élection présidentielle et je m'en souviens. Quand vous commencez à vous affaiblir, plus personne ne vous invite et ne vous écoute. Si vous faites 6, 7, 8, 9%, personne ne vous écoutera et ceux qui seront à 13, 14, 15 seront dans les débats télé. Et donc il faut faire très attention parce que la division de la gauche, c'est pas simplement l'échec assuré, c'est aussi être absolument sûr que son message ne sera pas entendu. Alors moi, juste pour terminer, après les élections européennes, pendant 2 ans, j'ai essayé de faire en sorte... Bon, ce qui est extrêmement difficile, c'est que je crois que personne n'a la lucidité de notre faiblesse. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'en gros, ça va repartir. Très bien. Mais alors, justement, moi, ça me rappelle un plateau. Désolé pour Simon, mais vous étiez tous les deux là, Manon Aubry, Guillaume Balas. On était au lendemain des Européennes. On était 2 étages en dessous, dans la rédaction de Mediapart. Alors, discussion hyper intéressante. Je suis ressorti de là, je me suis dit, c'était quand même très intéressant, mais enfin, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer après ça ? Résultat, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a eu quoi ? Peut-être une réunion pour dire on fait un pacte de non-agression plus ou moins bien tenu depuis. Et rien d'autre, quoi. En fait, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on disait avec Simon Persicot tout à l'heure, c'est que les appareils sont devenus tellement faibles qu'ils sont incapables de travailler, peut-être tout simplement, et de mener de concert une action. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que les appareils et les formations politiques à gauche aujourd'hui sont faibles, c'est un secret pour personne. Elles sont collectivement et relativement faibles, c'est vrai, si on regarde par rapport à l'histoire et si on regarde surtout par rapport à ce qu'elles représentent dans la société. C'est toujours ça la boussole, c'est genre qui aujourd'hui adhérent d'un parti politique, franchement pas grand monde, enfin, même moi je suis pas adhérente quoi, alors que je suis élue. Donc tout ça, il y a d'autres formes aujourd'hui de mobilisation, y compris de la jeunesse. Donc c'est vrai qu'il y a une relative faiblesse structurelle des formations politiques. Après, dans ce marasme, et c'était aussi moi la raison pour laquelle, quand on m'avait approché pour les élections européennes et que je savais pas trop quoi faire, au début j'étais pas très emballée, et qu'à la fin j'ai fini par choisir la France Insoumise, c'était aussi en me disant ok, si tu dois partir de quelque part, pars de ce que tu penses est aujourd'hui la représentation la plus populaire qu'on peut avoir, avec toutes ses limites et toutes ses nuances. Oui, aujourd'hui, il n'y a aucune force de gauche qui peut dire qu'elle est la force populaire qui parle à la grande masse. C'est vrai. Mais si vous allez aujourd'hui dans les quartiers populaires et vous faites du porte-à-porte, on va vous dire ah ouais, Jean-Luc Mélenchon, c'est le mec qui se bat, qui laisse rien faire, etc. Et donc, ouais, ok, vous pouvez reprocher des trucs à Jean-Luc Mélenchon, mais il représente quand même quelque chose. Donc la question, c'est comment on construit là-dessus. Et c'est pas vrai qu'il s'est rien passé. Alors, c'est pas forcément visible de l'extérieur. Ça l'est d'autant moins que de nouveau on est piégé dans ces vraiment débats à la con, désolé pour l'expression, mais vraiment qui tue le débat démocratique, moi qui m'épuise et qui me déprime, parce que je me dis ok, tu t'es engagé pour faire ça, super, hein, t'as bien fait de prendre toute cette galère pour au final pas réussir à parler des sujets qui sont importants, et en même temps on a pu quand même construire des trucs à plusieurs. Je le redis, quand j'entends certains élus d'Europe Écologie Les Verts ou de Génération sur les questions européennes, je me dis que le chemin à parcourir, il est plus si grand que ça avec certains d'entre eux. Alors, maintenant, franchement, il faut arrêter de croire que si on faisait un truc entre partis, c'était gagné. C'est pas vrai. Et même, on peut regarder, pour revenir à la question des dynamiques entre les deux tours, en Ile-de-France, moi j'aurais rêvé qu'entre le premier et le deuxième tour, on s'allie, chouette, Julien Bayou, Clémentine Autain, Audrey Pulvar. La vérité, c'est que, globalement, vous n'avez même pas une addition. Même pas une addition. Donc aujourd'hui, ça ne suffit pas d'ajouter les forces politiques de gauche. Si vous ajoutez leurs 3 scores du premier tour, on est à peine au score final. On est un petit peu en dessous. Donc ça n'a pas créé une dynamique positive qui peut créer cet engouement populaire. La dernière chose que j'aimerais aborder dans l'émission, il est déjà 22h, mais on va un petit peu dépasser. Simon Persicot, je me tourne vers vous sur la question, au fond, de la pertinence de faire cette union. On voit la pertinence électorale, vous l'avez souligné tout à l'heure, en tout cas vous l'avez défendu, mais la pertinence de fond. Manon Aubry disait sur la question européenne, finalement, les points de vue se rapprochent un peu, mais il y a les divisions dont vous avez parlé, Manon Aubry. Le fait est que sur la question de liberté publique, de rapport aux forces de l'ordre, aux violences policières, on a quand même des choix différents qui sont faits par certains chefs de partis. C'est pas rien. On pourrait dire que c'est ce serait le socle commun de toutes les gauches. Idem, on parlait de la difficulté que pose le renoncement au productivisme.
Là aussi, franchement, entre certains élus bien implantés socialistes et des écologistes un peu ambitieux, il y a aussi tout un monde. Donc, au fond, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui, même si des pas ont été faits, est-ce qu'il y a vraiment un terreau idéologique commun pour la faire, cette union ? Je pense qu'il y a surtout des effets d'élite politique, là, dans ces divisions. C'est-à-dire en gros, par exemple, Jadot qui va se balader avec l'Assemblée nationale pour soutenir les policiers, c'est une élite politique qui fait un espèce de diagnostic de où il se situe dans cet espace politique et de faire un pas de communication, etc., qui ne correspond pas au socle, aux valeurs, à l'ensemble de valeurs des électeurs. Donc, si on regarde au niveau des électeurs potentiels, hein, pas les quelques misérables pourcents qui sont déplacés au régional, mais il y a quand même là pour le coup une espèce d'homogénéité. Et après, vous avez des espèces de jeux de positionnement mutuel qui mènent à des choix qui, à mon avis, qui sont un peu déplorables d'une certaine manière. Et après, oui, il y a des désaccords. Je connais pas suffisamment peut-être l'histoire de la gauche, mais il me semble que des désaccords, par exemple, entre les communistes et les socialistes au moment de la rédaction du programme commun, c'était encore une autre paire de manches. Et que du coup, là, c'est plutôt à des élites politiques qui, au lieu de faire le petit jeu de la distinction communicationnelle, devraient plutôt chercher à jouer le petit jeu de mettre en commun ce qui est en commun, taire aussi, tout simplement taire. Enfin, si vous n'êtes pas suffisamment d'accord pour parler d'Union européenne, parlez-en pas, c'est pas grave. C'est un problème quand même. Si on n'est pas d'accord, sinon c'est quand on arrive au gouvernement, c'est du François Hollande qui nous dit qu'il va renégocier les traités, il fait rien, et qu'il y a des gens entre eux qui n'étaient pas d'accord sur ces questions. Et du coup, on arrive aux échecs. Il a dit qu'il renégocierait. Il l'a pas fait. Voilà, donc là, il a fait une promesse. Il a fait une promesse qu'il savait qu'il était capable de ne pas tenir. Moi, je dis faire des promesses qu'on est capable de tenir, quitte à ce qu'on ne fasse pas de promesses phénoménales en matière européenne, parce qu'on sait qu'on sera pas d'accord. Mais si on met cette question de côté et que derrière on dit on veut faire un pôle public de l'énergie, on veut investir massivement dans les énergies renouvelables et la transition écologique, on veut ne pas ratifier les accords de libre-écd'une et qu'on se pose pas la question de la méthode pour le rapport de force au niveau européen, franchement, on va mentir aux gens. Non, mais ce qui sortira d'une résolution commune programmatique. Enfin là, moi je sais pas, je participe jamais à ce genre de truc, mais je regarde comment se font les programmes de coalition, par exemple, après et tout. Ah oui, c'est jamais la position de la France insoumise qui tient tout. Il y a des formes de c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on en discute à la baisse, etc. Il faut qu'on en discute sur le fond. Mais en l'occurrence, et moi je le dis très franchement, on ne pourra pas régler ces questions-là précises sans poser la question de comment on le fait. Mais c'est pour ça que moi je propose une méthode. Et je le propose et j'invite tous ceux qui nous regardent et qui sont de gauche. On termine sur les propositions et sur les questions européennes, pour le coup, qui m'ont beaucoup travaillé. Et je pense que vraiment, on peut dépasser les positions de posture. On peut avoir une approche qui est vraiment pragmatique, thème par thème, et on se dit comment concrètement on lève les blocages. Et ce serait une terrible erreur, et je suis vraiment en désaccord là-dessus, que de mettre ça sous le tapis. Parce que sinon, si jamais on arrive au pouvoir, en fait, on va s'apercevoir qu'on est incapable de rien faire parce qu'on ne s'est pas posé ces questions-là. Maintenant, je pense qu'on peut sortir du débat dans lequel on nous enferme. Vous êtes des méchants eurosceptiques ou des naïfs gens qui adorent l'Union européenne. Moi, j'adore pas ou je déteste pas l'Union européenne. La question que je me pose, c'est comment cet échelon n'est ni un blocage, comme ça peut l'être à certaines occasions, et à l'inverse peut-être une opportunité, pas toujours. Et donc posons-nous les questions concrètement, sujet par sujet. Et on peut le faire sur les questions européennes, on peut le faire sur d'autres questions qui fâchent, questions républicaines, de la laïcité, et avoir une approche très pragmatique. Et je pense que une union, juste pour une union, mènerait à de la confusion. Maintenant, si on est capable d'avoir une union qui ne soit pas artificielle, mais enlever tous les cadres de dissension qui, pour le coup, sont véritablement artificiels, qui sont des prétextes, là, on avancera. Et c'est pour ça que je propose cette méthode concrète. Alors, une union pas artificielle, ça vous semble possible ? Oui, mais complètement. Quand j'étais parlementaire avant Manon, j'avais créé un truc qui s'appelait le Progressive Caucus avec plein de gens de gauche. Il existe encore, absolument. Il existe encore. Il y avait des sociodémocrates, des écolos. Les écolos et tout, et on avait fait des trucs communs, mais des programmes qui étaient beaucoup plus loin aujourd'hui que ce que les partis sont capables de faire sur la question européenne. Moi, je rallie complètement Manon. On est totalement capable de se mettre d'accord. Tout le reste, c'est de la posture pure. On est capable, je veux dire, d'agiter des trucs pour ne pas vouloir être d'accord.
Mais si on veut être d'accord, on y arrive. Et sur la question européenne, c'est absolument possible parce qu'il y a tout à fait un chemin qui s'est éclairci, je dirais vraiment là depuis 2-3 ans, entre, j'allais dire, en gros, la sortie de l'Union européenne et le vive les traités, on n'en sortira jamais. Je pense qu'il y a tout un chemin qui est constructible. Mais sur le nucléaire, moi je veux dire, je suis mort de rire. Faire un grand débat sur le nucléaire en disant entre les anti et les pro-nucléaires à gauche, tout le monde est d'accord. Si j'ai bien compris, sauf peut-être Arnaud Montebourg, je ne suis même pas sûr. Mais je suis même pas sûr parce que ses propres amis écrivent l'inverse dans leurs fiches. C'est que tout le monde est d'accord pour dire en gros qu'il faut que dans le mix énergétique, on baisse le nucléaire et on monte les énergies renouvelables. C'est un mandat de 5 ans, président de la République, pour les présidentielles. Donc, de toute façon, on ne va pas sortir du nucléaire en 5 ans. Donc on peut se mettre tout à fait d'accord. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs entre Hamon et les écolos. Je me souviens puisque c'était moi qui avais négocié ça. On avait trouvé un truc, on avait trouvé un chemin commun sans aucun problème. Donc c'est absolument faisable. Sur les questions républicaines, laïcité et autres. Brièvement, alors juste un point là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on arrête vraiment d'être sur la défensive. Et je pense qu'il faut qu'on arrête en fait d'éviter le sujet. Je le crois très sincèrement, parce qu'on dit oula c'est piégé, de toute façon on va se faire avoir, la démagogie en gros contre nous va être telle qu'on ne va pas pouvoir. Il ne faut pas, je veux dire, faire la caricature de ce qu'on voudrait qu'on soit, c'est-à-dire défendre des trucs que personne ne comprend dans ce pays. Mais en revanche, il faut reprendre pied à pied aujourd'hui comment on veut construire du commun, et notamment par l'action publique, dans les quartiers les plus défavorisés, qu'ils soient dans le monde rural ou qu'ils soient dans les milieux urbains. C'est quand même fantastique de se faire assassiner d'injures toute la journée par des gens qui n'ont absolument rien fait en termes d'égalité territoriale depuis des dizaines d'années. Et donc je pense que là-dessus, il y a un grand plan république à construire et que la gauche pourrait tout à fait, en termes d'investissement public, se mettre d'accord sur ces sujets. Ouais, je vous remercie en tout cas tous les trois pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette soirée sur les régionales, mais vous voyez qu'on a largement débordé dans nos thèmes de discussion. Je rappelle l'offre qui est toujours valable jusqu'à ce soir, 6 mois pour 20 € parce que Mediapart ne vit que de vos abonnements. Néanmoins, profitez-en jusqu'à peut-être minuit. Mediapart est en accès libre si vous voulez avoir un avant-goût du journal. Bonne soirée à tous.